Samuel Le Turc est maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université de Tours et rattaché au laboratoire archéologie et territoire de l'UMUR Citer. Après des études d'histoire et d'archéologie, Samuel Le Turc a soutenu en 2001 une thèse intitulée « En Beauce, du temps de Sugère au temps moderne, micro-histoire d'un territoire d'Openfield ». Spécialiste en histoire économique et sociale des campagnes des XIIe et XVe siècles, son travail porte sur les sociétés paysannes et leur environnement. Monsieur Le Turc a notamment publié « La vie rurale en France au Moyen-Âge » en 2004, « Un village, la terre et ses hommes » Toury en Beauce en 2007. Il a également publié de nombreux articles dans des revues, toujours en rapport avec la paysannerie au Moyen-Âge, et il a aussi participé à différentes communications dans des congrès, des conférences et des publications scientifiques. Monsieur Le Turc va maintenant vous parler de l'histoire de la biodiversité de la vigne en France pendant 45 minutes environ, et vous pourrez, à l'issue de la conférence, lui poser une ou deux questions. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Le Turc. Merci beaucoup pour votre accueil, merci beaucoup pour cette invitation que je trouve vraiment, et ces 2 jours-là, extrêmement stimulants. Vous avez un programme qui est vraiment fastueux. Et donc pour parler de quelque chose de très important qui est le végétal, et j'aime beaucoup le sous-titre « Un enjeu citoyen ». Et j'ai voulu donc proposer quelque chose sur la question de la vigne, qui est quand même un pan important, je dirais, de notre identité régionale, tout simplement, puisque la vigne, c'est une plante, mais le produit de la vigne, c'est le raisin, et ce raisin, évidemment, on peut le manger, mais on peut aussi le boire sous forme de vin, de jus de raisin, bien sûr, mais de vin surtout, en l'occurrence. Et donc, moi je suis historien, et ce qui est extraordinaire autour de ce végétal, c'est que, en fait, il fait partie des plantes qui ont été parmi les premières qui ont été domestiquées. D'accord ? Et en fait, c'est une histoire, pas l'histoire, ça serait trop ambitieux évidemment, une histoire absolument extraordinaire qui est à la fois, si je devais résumer tout de suite, on fait tout de suite la conclusion, à la fois un moment une biodiversité, une diversité extraordinaire va se créer, qui va partir du néolithique, on va préciser un peu ça, qui va partir du néolithique pour aller jusque le moment où naît une discipline scientifique qu'on appelle l'empélographie, qui est la discipline de la botanique, la branche de la botanique qui s'intéresse très particulièrement à la plante, la vigne, et plus particulièrement à Vitis vinifera. Vitis vinifera, donc c'est la vigne, vitis en latin, qui porte le vin, qui fait le vin, qui produit le vin, vinifera. Et en fait, on a une variété extraordinaire, comme on va le voir, de ce qu'on appelle les cépages. Un cépage, c'est une variété de vin. Et donc, on a en gros 8000 années de construction d'un patrimoine empélographique. Et à partir du moment où finalement se crée cette discipline, au même moment, on va y revenir, on a une catastrophe qui vraiment est une rupture importante, qui est ce qu'on appelle la crise du phylloxéra, qui a touché la Touraine comme elle a touché toute la France, et même toute l'Europe, et qui en réalité, qui n'a pas détruit la vigne, parce que sinon on ferait plus de vin, mais qui a en revanche, à un moment donné, complètement déstructuré les filières vitivinicoles, qui existaient depuis des siècles, et qui a entraîné une reconstruction de ces filières vitivinicoles. Et cette reconstruction des filières vitivinicoles et de la reconstruction d'une qualité, de ce qu'on appelle la qualité d'ailleurs, mais qui n'en est qu'une, en fait, parmi un éventail possible de toutes les qualités qui sont intéressantes pour le vin, va entraîner un appauvrissement à vitesse grand V de ce patrimoine empélographique. Pour dire les choses clairement, on est passé de presque 10 000 cépages, que l'on sait qu'il existait, qu'il y en avait, à aujourd'hui 200 cépages. Et sur ces 200 cépages, une cinquantaine, en gros, qui sont vraiment utilisés. Et sur cette cinquantaine, les 3/4, c'est 10 cépages. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire, une très longue histoire, c'est l'histoire de la création d'un patrimoine. C'est ensuite
à un moment donné des choix de nos sociétés qui amènent un appauvrissement. Et puis enfin, quand même pour être optimiste, bien sûr, depuis quelques années, depuis quelques décennies en réalité, en même temps se crée eh bien, un mouvement social très important pour protéger cette biodiversité, pour la redécouvrir, et donc pour aller à la redécouverte de ce qu'on appelle ces cépages dits rares ou modestes. Donc avec des mouvements très importants dans la société, des replantations et une nouvelle diversification peut-être qui se fait jour et qui aura lieu peut-être dans les décennies qui vont suivre. Donc voilà un petit peu résumé ce dont nous allons traiter rapidement. Alors d'abord, je vais essayer de faire ça en trentaine de minutes de manière à ce qu'on puisse ensuite échanger tous ensemble. La production viticole française en 2017, en fait, c'est très important de le souligner, c'est que la France est un poids lourd de la viticulture mondiale. Alors évidemment, on le sait confusément. La France est une référence. Quand vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, on vous parle du terroir, qui est beau, bien français. Donc c'est vraiment un concept français qui participe de la mondialisation de l'économie viticole. C'est un modèle parmi d'autres, mais c'est un modèle essentiel. Donc la France, c'est le deuxième pays producteur de vin dans le monde. Tout petit pays, un confetti sur le planisphère, deuxième pays producteur de vin, le premier étant l'Italie. Donc vous voyez le poids. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si la France est deuxième pays producteur mondial de vin en volume, en revanche, c'est le premier pays exportateur. Et en valeur. Ce qui veut dire que, en fait, la France, non seulement est un gros producteur, mais bien plus, elle parvient mieux que les autres à valoriser, en fait, ce savoir-faire et cette production économique. D'accord ? Et, bien entendu, les cépages participent de cette valorisation. 40% de la production viticole française est vendue à l'export. 46% en dehors de l'Union européenne. Là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que ce secteur de la viticulture, il est fondamental, très très important pour la France. C'est le deuxième secteur d'exportation français. Alors attention, c'est du vin, c'est des alcools. Le cognac, l'armagnac, les apéritifs, etc. participent aussi à cette économie viticole, à cette filière viticole. C'est le premier secteur agroalimentaire, 15% de la valeur de la production agricole de la France pour seulement 3% des surfaces cultivées. Et c'est le deuxième secteur excédentaire de la France derrière l'aéronautique. C'est-à-dire qu'en fait, on se glorifie des Rafales qui sont vendues, des canons César, etc. C'est formidable. Mais derrière, en fait, juste derrière et devant les cosmétiques, vous avez le vin. Moi, je préfère qu'on exporte du vin. Mais bon, voilà, je trouve que c'est bien. En tout cas, on a une économie qui est extraordinaire de ce point de vue-là. Et là encore, j'insiste, la question du cépage est très importante dans cette valorisation. Et puis, bien sûr, c'est le no-tourisme. Ce qu'on appelle le no-tourisme, c'est-à-dire le tourisme spécifiquement bâti autour de l'économie viticole. Les visites de caves, ce qu'on appelle le tourisme vert, les promenades. La Loire, par exemple, à vélo, bien entendu, est un moyen de valoriser aussi cette économie viticole. Donc, on a une économie viticole qui est florissante et on a un patrimoine ampélographique qui est l'un des plus riches du monde aussi. Un patrimoine ampélographique, alors qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine ? Un patrimoine, c'est un héritage, c'est le mot anglais, c'est comme ça que disent les Anglais, heritage. Pour parler du patrimoine, c'est quelque chose qui est à la fois qui se transmet, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose que l'on possède. C'est aussi l'autre mot héritage, c'est vraiment notre propriété culturelle, c'est quelque chose qui est au fond de notre identité. Et ça se conserve, et c'est là l'un des autres points forts qu'on a en France, c'est l'existence de conservatoires de ressources biologiques. En l'occurrence, on a plein de conservatoires régionaux, par exemple dans le Berry, vous avez Transo, qui conserve plus particulièrement les variétés berrichonnes, mais pas seulement berrichonnes, en gros de la Loire moyenne, avec un organisme qui s'appelle l'URGC, l'Union des ressources génétiques du centre. Donc, vous avez un conservatoire en région centre, Transo,
Mais vous avez le grand conservatoire français qui est dans le sud de la France, à Marseille-en-Plage. On est au sud de Sète, si mes souvenirs sont bons. On est au bord de la Méditerranée. En fait, on est sur un cordon littoral coincé entre la Méditerranée et puis de l'autre côté un étang. On est dans le sable. Et en fait, on est à l'abri de ces petits insectes ravageurs qu'on appelle le phylloxéra, justement, parce que le phylloxéra, il a horreur des terrains humides et du sable. Ça tombe bien. C'est pas pour rien qu'on a mis ce conservatoire. Et donc, dans ce conservatoire de Vassal, c'est le nom. Alors, il va déménager prochainement, mais pour l'instant, il y est, avec une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, eh bien, ce conservatoire est composé des vignes provenant de 54 pays viticoles, soit 2700 cépages. Alors quand je dis cépages, c'est vraiment Vitis vinifera. 350 lambrusques, on va voir après, ce qu'on appelle les lambrusques, eh bien c'est les Vitis vinifera sylvestris, c'est-à-dire des proto-cépages en quelque sorte. C'est les Vitis vinifera des forêts sauvages avant qu'elles ne soient domestiquées. 1100 hybrides interspécifiques. Qu'est-ce que c'est des hybrides interspécifiques? On va le voir. Ce sont des croisements entre des vitis européennes et des vitis américaines. Donc on va y revenir, et qui, elles, ne sont pas vinifera, mais qui possèdent les gènes qui lui permettent de résister au phylloxéra, justement. On va y revenir après, si vous voulez, dans la séance des questions, sur toutes ces choses-là. 400 porte-greffes, on pourra expliquer après, mais aujourd'hui, notre vigne, à quelques rares exceptions près, qui sont des parcelles dites antéphylloxériques et qui sont des vignes dites sur pied franc. La plupart du temps, nos vignes sont greffées justement sur des pieds américains pour se protéger du phylloxéra, qui est un puceron qui s'attaque au système racinaire, donc, et qui vient d'Amérique. Donc forcément, on met des pieds américains qui résistent et on greffe dessus. En fait, on fait une espèce de Frankenstein, si vous voulez. On greffe dessus la Vitis vinifera européenne, qui elle va bénéficier du pied américain pour produire le raisin, qui se correspond à la caractéristique du cépage. Et 60 espèces de Vitacées. Vitacées, c'est la grande famille, d'où vient justement la famille, d'où vient le genre Vitis, d'où découlent ensuite les espèces, d'où découlent ensuite les variétés. Donc, et le cépage, c'est ce qui correspond à la variété. Donc là, ici, on est sur les classements botaniques, le classement du vivant. Alors, un site internet de référence, si vous êtes intéressé à ces questions, on a donc un site internet qui est ouvert au public, qui donne justement la liste de toutes les vignes qui sont présentes, non pas à Vassal, puisqu'il y en a 2700, mais qui sont au catalogue des variétés et clones de vignes cultivées en France. Donc ça, c'est le catalogue officiel des vignes qu'on peut utiliser pour faire du vin. Donc il y a aussi quelque chose de normatif, de réglementaire. On n'a pas le droit d'appeler vin et de le commercialiser si ce ne sont pas des variétés qui sont présentes, homologuées et qui sont présentes dans ce catalogue. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc ça s'appelle Plant Grape. Vous avez toutes les caractéristiques justement de ces variétés qui sont présentées. On en a en l'occurrence 200. Alors ça paraît beaucoup, en fait, c'est pas beaucoup. Alors, ces cépages du vignoble français, je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé par là, donc on a 200 cépages utilisés, en fait c'est utilisable plutôt à la production, c'est-à-dire que c'est du potentiel, mais en réalité, 99,5% du vignoble français est planté avec 46 cépages. Et là, ces 46 cépages, vous les avez ici, alors vous ne les voyez pas peut-être. Le premier, alors le super champion, c'est le Merlot. Le Merlot, vous avez peut-être entendu parler du Merlot, un cépage très connu dans le Bordelais. Merlot noir, alors N, B correspond à noir-blanc, c'est la nomenclature officielle de ces cépages. Ensuite, l'uni blanc, B, très utilisé dans le cognac, en l'occurrence plutôt pour faire de l'eau de vie. Grenache, N, Syrah, N, Chardonnay, B, blanc. Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Carignan, Pinot Noir, Gamay, Cinsault, Colombard, Chenin, etc., etc. Le Chenin, hein, qui est l'un des cépages importants justement du Val-de-Loire. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que 75% du vignoble français est planté avec seulement les 10 premiers cépages. Donc vous voyez, alors, à un moment donné, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ah oui, si je vous l'ai dit, on est parti d'une évaluation où le patrimoine mondial en cépages, c'est entre 8000 et 10 000 espèces. 8000 et 10 000 variétés, pardon. 8000 et 10 000 cépages différents. On est descendu à, en France, un catalogue de 200 cépages que l'on peut utiliser pour faire du vin. Et la réalité, c'est que, en fait, quasiment la totalité, 99,5% des vignes françaises sont plantées avec 46 cépages. Et en réalité, les 3/4, c'est 10 cépages. Donc là, on a la démonstration d'un appauvrissement biologique. Et ça, c'est bien sûr le résultat d'une histoire, et là pour le coup d'une histoire très récente, hein, qui est post-phylloxérique. Alors le phylloxéra, hein, pour aller très très vite, bah voilà, c'est ce petit insecte puceron. Hein, alors, et ça peut être, donc il a une vie aérienne, il a une vie souterraine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce phylloxéra, en fait, il attaque le système racinaire de la vigne et il détruit vraiment en quelques années, il assèche complètement la vigne, il la tue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la seconde moitié du 19e siècle, à partir des années 1860, 64, je crois me souvenir, le vignoble français est attaqué. Et en fait, pendant 30 ans, l'intégralité, la quasi-totalité de la viticulture française, mais aussi c'est la même chose pour l'Espagne, pour l'Italie, l'Algérie, etc. L'ensemble du système économique viticole va être attaqué en Europe. Hein, et en fait, c'est un insecte qui vient tout simplement d'Amérique. Et comme on va le voir, en fait, Vitis vinifera, c'est typiquement européen. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les vignes américaines, elles, ont pu se développer à l'abri, enfin, elles ont pu se développer en même temps que cet insecte, tandis que les vignes européennes n'ont jamais connu cet insecte. Et lorsque, à un moment donné, ce phylloxéra arrive en Europe, eh bien, il trouve un terrain particulièrement favorable pour se développer, puisqu'il n'y a pas de résistance. Et puis, toutes ces vignes européennes, eh bien, tendent à disparaître. Alors, cette histoire, on peut la retracer de différentes manières. Et en l'occurrence, on a trouvé le moyen d'utiliser, et ça c'est extrêmement récent, c'est une innovation technologique vraiment récente, elle a quelques décennies seulement. On sait utiliser maintenant ces pépins de raisin qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques, parce que dans ce pépin de raisin, eh bien, il reste encore un peu d'ADN, il est très fragmenté, mais justement les progrès de la science donc, permettent de décoder le génome et de pouvoir travailler désormais sur l'ADN. Et avec l'ADN, eh bien, vous pouvez remonter très très loin et vous pouvez travailler sur les parentés. Et donc à partir de là, eh bien, on peut aborder des questions historiques, une histoire botanique. Alors l'histoire botanique, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un genre, des Vitacées, une famille, Vitis parmi d'autres, et puis ensuite, derrière, donc deux groupes qui se détachent, un groupe européen, un groupe américain. Et Vitis vinifera, l'espèce Vitis vinifera, eh bien, elle est spécifiquement européenne. Elle n'a jamais existé en Amérique. Elle s'est développée en Europe, et parallèlement s'est développé un autre groupe en Amérique, et lui, il n'est pas vinifera. Avec lui, on ne peut pas faire du vin. On a essayé, ça ne donne pas quelque chose de très très bon. Enfin, ça fait un jus de raisin fermenté, hein, ça fait une fermentation, mais en l'occurrence, on n'y trouve pas son compte. Donc avec, vous voyez, des variétés aussi, hein, des familles, Vitis riparia, Rupestris, Berlandieri, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Vitis vinifera. Et la question, c'est de savoir quand est-ce que c'est apparu. Alors donc, justement, la génétique nous permet de comprendre un petit peu mieux
permet de comprendre un petit peu mieux cette histoire très longue. On part de l'ère tertiaire. Et en fait, autour de la fin de l'ère tertiaire, début du quaternaire, on est environ il y a 3 millions d'années, eh bien, vous avez un foyer important qui est en fait en Asie. Les vitacées, elles sont en Asie. Elles sont en Asie, côté Pacifique, depuis l'Asie du Sud-Est jusque plus au nord. À cette époque-là, eh bien, cette espèce, ce genre, eh bien, va se disperser. Ça se disperse naturellement, bien sûr. L'homme n'existe pas à cette époque-là. Donc, ça se disperse tout à fait naturellement. Il y en a une partie qui part progressivement vers l'Amérique. On est à une époque où on traverse, personne ne traverse à pied, mais enfin, où en fait, si vous voulez, il y a une possibilité de transporter, en tout cas, ça peut passer vers l'Amérique, vers le continent américain, donc ça ne se fait par le détroit de Bering. Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas comment exactement, mais en tout cas, ce qu'il y a sûr, c'est que ça s'est fait. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a un autre mouvement, mais cette fois-ci vers l'Eurasie. Qui est l'Eurasie, c'est l'Europe, qui n'est jamais que le bout de l'Asie. Tout simplement, et donc un courant qui va vers l'ouest, donc un courant vers l'est, un courant vers l'ouest, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va avoir ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire justement la distinction entre deux aires géographiques bien distinctes, qui vont à un moment se scinder en deux. Physiquement, il n'y aura plus aucun contact entre les deux, avec le détroit de Bering, il sera plus possible d'avoir aucun contact, et donc deux espèces qui vont se progresser, se différencier, à partir des mêmes parents, qui vont se développer complètement indépendamment. Les espèces américaines qui vont donner des variétés qui ne sont pas Vitis vinifera, et de l'autre côté, en Europe, Proche-Orient, Europe, et bien justement, Vitis vinifera. Il n'y a que là qu'elle se développe. Et donc on est il y a très longtemps. Vont se développer au moment, au tout début de ce qui va devenir, de ce qui est le néolithique, c'est-à-dire ce passage, cette première révolution mondiale, qui est ce passage où les sociétés humaines passent de la chasse et de la cueillette et du nomadisme, à une sédentarisation et aussi à la domestication, la sélection des plantes, les premières hiérarchisations sociales, etc. Donc on a vers 9500 avant Jésus-Christ, donc vous voyez, c'est vraiment, on est au tout début, dans le Caucase et dans ce qu'on appelle le croissant fertile, on a repéré les premiers foyers, on est certain. Donc à ce moment-là, eh bien, on a les premières opérations de domestication. Qu'est-ce que c'est que la domestication? C'est pas seulement c'est pas de la cueillette, justement. Si vous voulez, la cueillette, ça va être d'aller chercher les baies et de les manger, bien sûr, mais éventuellement d'en récupérer le jus, de s'apercevoir que quand on laisse les choses un peu longtemps, ça fait un drôle de goût, pas désagréable, qu'éventuellement ça fait tourner un peu la tête. Donc s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'agréable dans ce fruit, dans la transformation de ce fruit. Donc la domestication, ça va être déjà de sélectionner. De sélectionner, c'est-à-dire de sélectionner les propriétés qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? Plus de jus, donc des plus grosses baies, des baies plus juteuses. Est-ce qu'on cherche une couleur? On veut du rouge, on veut du blanc. Est-ce qu'on cherche un goût? Quel type de goût? Et bien sûr une quantité. Et donc, en fonction de ce genre de choses, eh bien, il va s'opérer une sélection, et cette sélection, eh bien, elle va se porter plutôt sur tel type de vigne qu'on va faire se multiplier. Donc, il y a des choix qui sont faits et qui vont se faire donc à partir de cette période-là et durant 10 000 ans en réalité. C'est-à-dire qu'on ne cesse de sélectionner, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui commence à un moment et qui s'arrête très vite. Non, c'est un processus qui commence et qui ne s'arrête jamais. On sélectionne, on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne. Et quand on est content du résultat, on le partage. Et quand on le partage, eh bien, ça peut être sur des distances très importantes.
l'un des éléments qui est très important avec la vigne, c'est que c'est une plante résistante. Ce que j'entends par résistance, c'est que la vigne, c'est une liane. Donc ça s'accroche, ça se développe, il faut que ça s'accroche quelque part, et puis ça se développe. C'est très résistant, c'est pas une mauvaise herbe quand même, mais enfin c'est une plante arbustive qui finalement pousse assez facilement. Et ça se bouture très très facilement, la vigne. Alors ce qui est intéressant avec le bouturage, c'est que en fait, vous coupez un sarment de vigne, vous le mettez dans de l'eau, tout simplement, et vous allez avoir se développer ce qu'on appelle un raciné. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez transporter ce raciné pour l'amener chez des parents qui sont un petit peu lointains, à 50 km par exemple, eh bien, vous le mettez ou à beaucoup plus loin, vous le mettez dans un linge humide, et vous l'hydratez régulièrement, il faut que ce soit toujours humide, eh bien, vous pouvez faire des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, et conserver votre raciné, vos racinés, et quand vous arrivez à destination, eh bien, vous les plantez. En l'arrosant bien, ça reprend très très bien. Et donc, la vigne, c'est ça aussi qui fait son succès, c'est que c'est une plante robuste que l'on peut transporter très très facilement, parce que ça prend quasiment pas de place, c'est très léger. Il faut juste vérifier qu'il y a toujours de l'eau et ça se développe très très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces racinés, eh bien, ils transportent avec eux leur patrimoine génétique. En fait, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est quand vous faites une bouture, vous faites ce qu'on appelle une opération de clonage. Vous clonez. C'est-à-dire que la plante que vous transportez avec vous, elle a exactement le même patrimoine génétique que la plante d'où vous partez. Donc on ne fonctionne pas par semis, on va fonctionner pour beaucoup de cette manière-là. Et on va fonctionner de cette manière-là pendant 10-11 000 ans. Et c'est comme ça que cette plante va se développer absolument partout, à partir donc de ces foyers primaires de domestication. En l'occurrence, il y en a deux. Le premier, c'est pas forcément le premier, c'est l'un des deux, mais maintenant on sait qu'ils sont bien distingués. Le Caucase, le Transcaucasie, donc c'est la Géorgie, l'Azerbaïdjan, et l'Arménie. Donc ça, c'est un foyer. Et un peu plus au sud, vous avez un autre foyer. Entre les deux, vous avez une chaîne de montagnes, et en fait, qui va bien séparer ces deux pôles. Donc vous avez ce qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est quoi? Bien, donc vous voyez, ça vient à la forme d'un croissant. C'est le Tigre, l'Euphrate, et puis c'est le Proche-Orient. Et à cet endroit-là, donc dans ces deux endroits-là, vont se développer les premières sélections, les premiers développements justement de la viticulture. À partir du 6e, du 5000, 6000 avant Jésus-Christ, en Iran, on a les premières traces de fermentation, de boissons fermentées qu'on a retrouvées au fond de jarres. Ensuite, les centres secondaires de domestication, je passe très vite. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une domestication qui va s'opérer de manière préférentielle, et des centres de domestication et donc de diversification aussi, de nouvelles variétés. Donc le Proche-Orient, les Balkans et Turquie actuelle, mais côté méditerranéen, Italie du Sud, Gaule du Sud, et péninsule, donc péninsule italienne du Sud, et donc péninsule ibérique, côté méditerranéen. Donc c'est véritablement autour, donc dans ce bassin méditerranéen, que va se construire pendant des millénaires cette première diversification très importante, de sorte que quand on arrive aux périodes historiques antiques romaines, eh bien, on a des attestations de la part de Columelle, Pline l'Ancien, Varron, toute une série Virgile, toute une série Ovide, Ovide et d'autres, qui vont témoigner que les gens ont conscience que ce cépage, ça n'est pas ce cépage-là, que l'Allobrogica, ça n'est pas du Biturica. Et par exemple, quelqu'un comme Pline l'Ancien va bien distinguer, va dire, le Biturica, par exemple, c'est une variété de vigne qui provient de telle autre variété de vigne. Donc on a des premières considérations scientifiques, savantes, dès l'Antiquité, qui justement distinguent bien des variétés
par leur qualité, par leur origine géographique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en fait, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en fait, il existe une attention particulière justement pour ces cépages. Alors le problème, nous, en histoire, c'est que la plante, en fait, on l'a plus. Qu'est-ce qui nous reste pour travailler sur la plante, pour connaître la plante, jusqu'à ce qu'on sache faire parler des pépins de raisin? Qu'est-ce qu'on a? On a des textes. Et les textes, ils nous donnent quoi? Ils nous donnent des noms. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez, donc j'ai pris des exemples plutôt régionaux. Variétés cultivées dans les vignes du comte de Blois en 1385, XIVe siècle. Le comte de Blois, il a des caves, il a des vins, il a des vignes. Et ces caves, en fait, elles sont à 99%, elles sont approvisionnées par ses propres vins. Des vins à lui, soit qu'il cultive, enfin pas lui-même, qu'il fait cultiver par des paysans, mais qui lui appartiennent, hein, comme un chef, comme un entrepreneur, hein, tout simplement, il a ses vignes. Mais ça peut être aussi des vins qui viennent de redevances, des redevances foncières, etc., des loyers payés par les paysans, des impôts, etc. Et donc il fait sa cave, et il a une cave très importante, hein, et donc il a un personnel qui est dédié à ça, un bouteiller. Et donc on a un compte de bouteillerie en 1385, et ce compte de bouteillerie, par exemple, eh bien, donc, que dit-il du clos que Mondit-Seigneur a à Orchez, donc Orchez à côté de Blois, vin blanc de Formenté et de Tendrier 8 tonneaux. Qu'est-ce que c'est que le fourmenté? C'est ce qu'on appelle aussi du fromenteau. Et ça désigne, un raisin, ou un produit issu du raisin, parce que là on ne parle pas de la plante, on parle du vin de fourmenté, qui est caractérisé parce qu'il ressemble il a la même couleur que le froment. Le froment, c'est très blanc. D'accord? C'est très très blanc. Donc ici, on a un nom qui désigne plutôt une caractéristique liée à la couleur, le fourmenté. Le tendrier, c'est un autre nom, un vin de tendrier. Le tendrier, c'est un autre nom pour désigner justement une variété de vigne. Et vous avez sur le deuxième exemple, alors vous voyez, vin blanc de fourmenté et de tendrier. Sur le deuxième exemple, ici, on vous parle de un tonneau blanc de tendrier, 25 sous. Tendrier, pardon, c'est pas ça que vous pouvez voir, c'est Auvergnat. Jean Pompier, un tonneau d'Auvergnat. L'Auvergnat, c'est un autre cépage, alors là pour le coup on le connaît très très bien, il est très utilisé, vraiment on le rencontre souvent, qui désigne, souvent on a l'habitude de dire que c'est du pinot noir. Hein, l'Auvergnat. On va y revenir après, c'est pas si simple, hein, parce que en fait, si vous voulez, on a ce nom-là, et en réalité on ne sait pas très bien ce que c'est. On est certain que là on distingue bien des cépages différents, et en fait on distingue bien des vins issus de cépages différents, ou des types de vins qui sont apparentés à des cépages particuliers. Alors, le fourmenté, c'est très vraisemblablement un pinot gris. Non, non, je sais pas. Le fourmenté, ça peut être plein de choses. Le tendrier, c'est sans doute un pinot gris, mais lequel exactement, on n'en sait rien du tout. L'Auvergnat, pinot noir, peut-être, sans doute, c'est comme ça qu'on le désigne. En réalité, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Et ça, c'est la très grande difficulté qu'on a, c'est qu'on a des noms et on ne fait pas le lien avec avec la plante. Et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, on parle très rarement de la plante, on parle du vin, on parle du produit, en fait. On n'est pas dans une période empélographique, on est dans une période œnologique. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas la vigne elle-même, c'est le produit qu'on va tirer de la vigne. D'accord? Et donc, il y a des caractéristiques de vin qui s'apparentent à la culture de tel ou tel type, variété de vigne, mais c'est comme ça, et on a un filtre là qui est très compliqué. Et par exemple, des vignes, on a la plus ancienne mention qu'on ait, elle date du milieu du XIe siècle. Dans le cartulaire de Notre-Dame de la Charité, à l'Oronceray, donc on est en Anjou, on a la mention d'une vigne bordelaise. Donc là, vous voyez, ad plantandum vineam burdigalisem,
pour planter, en vue de planter de la vigne bordelaise. Qu'est-ce que c'est que de la vigne bordelaise? On a plusieurs interprétations. Soit ce sont des pieds qui viennent de la région de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on fait venir des racinés qui viennent de la région de Bordeaux, c'est très simple, hein, on passe par l'embouchure de la Loire, on remonte et puis on arrive à Angers et on plante de la vigne qui vient de Bordeaux. Parce qu'on veut cette vigne-là, parce qu'elle a des caractéristiques qui nous intéressent. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de la vigne, on plante de la vigne qui a les caractéristiques soit des vignes que l'on plante dans le Bordelais, ou alors qui a les caractéristiques du produit que l'on retire des vignes qu'il y a dans le Bordelais. Alors vous voyez, ça fait des détours assez importants, ce qui fait que ces textes-là, typiquement, donc vous en avez plusieurs, hein, vous voyez, 1055, 1112, 1282, 1455, là en ancien français, ont testé vu les vignes en bon labeur, en cépage de Bordelais. En cépage de Bordelais. Et donc, on a, les historiens, très souvent encore aujourd'hui, et à tort, disent « Ah ben c'est du Cabernet Franc ». Bien sûr, du Cabernet Franc, évidemment. Bah, en fait, on n'en sait rien. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on associe très facilement, c'est un cépage du sud-ouest, originaire du sud-ouest, ok, on associe très facilement, évidemment, le Cabernet Franc, qui est très cultivé aujourd'hui hein, dans nos contrées, avec, bien sûr, c'est un cépage du sud-ouest. Mais en fait, il y a 6 siècles, 7 siècles, un millénaire, dans le Bordelais, on cultivait sans doute beaucoup plus de cépages que seulement le Cabernet Franc. Si tant est que le Cabernet Franc existait déjà. D'accord? Donc en fait, on n'en sait rien. Et surtout, il faut se méfier de ces approximations, d'être trop rapide. Et de dire, bah voilà, le Cabernet Franc, on le repère en Anjou à partir du XIe siècle. C'est quelque chose qu'on, en fait, aujourd'hui, hein, on ne doit plus faire et on ne fait plus, hein, de faire des associations aussi rapides. Alors, la culture de l'Auvergnat, par exemple. L'Auvergnat, c'est le pinot noir. Alors, pour le coup, le pinot noir, c'est un cépage qui est vraiment typiquement bourguignon, hein, donc originaire plutôt de l'Est. Et donc, alors, ce qui est très intéressant sur la Touraine, si on fait un petit focus sur la Touraine, c'est Touraine, Blésois, on est exactement à la charnière de 2 aires. Quasiment 2 aires culturelles, en tout cas 2 aires opélographiques. L'Est, qui est l'ère du Pinot Noir, l'Ouest, qui est l'ère du Cabernet Franc. Et donc là, dans un conte de la ville de Tours, qui est conservé à 2 pas d'ici, hein, aux archives, à Saint-Éloi, à Tours, aux archives municipales, eh bien en 1397, on nous dit, hein, donc à Jean du Boulon, la somme de 110 sous tournois pour la vente et livraison d'une pipe, un tonneau de vin de sa plante d'Auvergnat. Vin de sa plante d'Auvergnat, là c'est intéressant parce qu'on désigne bien le vin et on désigne que ce vin, il est fait à partir d'une plante qui s'appelle Auvergnat. Donc là, les choses sont très très claires. On parle bien de la plante. C'est en l'occurrence une mention très très rare. C'est très très rare. On parle vraiment de la plante parce que d'habitude on parle toujours du vin. Et donc, Auvergnat, on se dit, bah tiens, bah, très bien, c'est du pinot noir. Sauf que, en fait, quand vous regardez bien, quand on est au XVIIIe siècle, l'Auvergnat, ce qu'on appelle Auvergnat, donc ça ici, on est quelques siècles plus tard, mais donc ce fameux Auvergnat qui est si fréquent en Orléanais, eh bien, là ici, Jean-Baptiste Secondat de Montesquieu, en 1785, il dit qu'il y a 3 variétés d'Auvergnat. 4 taux différents pour l'Orléanais, l'Auvergnat gris, qui s'appelle aussi Auvergnat meunier, qu'on appelle aussi Fromenté gris. Fromenteau, est-ce que c'est le même? On n'en sait rien. Un Auvergnat franc, un Auvergnat blanc. Ça veut dire que l'Auvergnat n'est pas forcément rouge, au passage. Donc vous voyez, c'est très très compliqué hein, de s'y retrouver. Un autre exemple, alors cette fois-ci autour d'un nom qui s'appelle le lignage. Alors le lignage, c'est très intéressant parce que c'est un cépage rare qui est en train de revenir justement, d'être de nouveau planté. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au XVIIIe siècle, le vin de lignage, en fait, c'est un vin qui est fait avec plein de cépages différents. En fait, c'est un mélange. On mélange plein de trucs et ça donne ce qu'on appelle un vin de lignage. C'est une qualité, en fait, lignage. C'est pas un nom de plante. Or, aujourd'hui, le lignage correspond bien à une plante et à un cépage particulier.
tout cela pour arriver à, et pour finir là-dessus, sur donc, un programme de recherche qui a été mené à l'Université de Tours, à laquelle j'appartiens, dans un laboratoire, et qui s'est fait dans le cadre d'une dynamique collective, justement, et je dirais d'un nouveau... d'un essor, en fait, de la part de passionnés pour faire revivre cette diversité biologique, pour retrouver d'anciens cépages qui ont été abandonnés, on l'a vu tout à l'heure, et pour encourager des viticulteurs à recultiver d'anciennes variétés, les faire revenir et retrouver des qualités. Parce qu'elles ont des qualités. Hein, ces cépages ont des qualités très réelles. Et donc, il y a donc avec un collègue, Henri Galinier, et puis toute une bande de passionnés qui sont allés dans les archives et qui ont travaillé donc justement à dépouiller, vous voyez, tous les territoires, tout ce qui est en vert sont les départements où ont été dépouillés donc les séries documentaires de sources dans les archives départementales, des archives municipales, des bibliothèques, etc., pour aller chercher, donc retrouver la documentation, retrouver les noms, retrouver les contextes d'utilisation pour essayer justement de travailler sur cette histoire des cépages et pour faire donc, alors cet atlas c'est quoi? Eh bien c'est un atlas historique des cépages de France. C'est en cours, donc de montage et vous avez ici l'adresse qui est là. Vous pouvez tout à fait donc alors, les sources qui sont utilisées, une enquête de la fin du XVIIIe siècle, l'enquête Nicolas Dupré de Saint-Maur, des enquêtes préfectorales. Si vous êtes intéressé pour manipuler de l'archive, allez-y, c'est libre. Vous êtes des citoyens et vous avez le droit d'y accéder. Il suffit de demander. 7M 191 aux archives départementales d'Indre-et-Loire, c'est rue des Ursulines. Eh bien, vous allez chercher, vous allez accéder donc à ces enquêtes où on vous montre ici, voilà, plan de vigne. Eh bien, plan de mêlée, mélier peut-être, voilà, donc les noms qui apparaissent ici de ces cépages. Et une base documentaire qui comprend aujourd'hui plus de 33 000 entrées pour l'ensemble de la France. Quand je dis 33 000 entrées, ce sont des entrées qui vont des noms de variétés qui vont de 1782 à 1910 et qui sont toutes géoréférencées, c'est-à-dire qu'on peut toutes les localiser, plus ou moins précisément, mais on peut les localiser dans l'espace. Voilà, avec des dossiers documentaires, des fiches cépages, des fiches par rapport à la plante, des fiches par rapport à la sémantique. Donc une entrée espace qui se fera en tout dernier, donc qui est encore en chantier, une entrée prospective qui est en cours aussi, qui est en chantier, et une entrée source pour définir ce qu'on utilise comme source pour travailler. Voilà, je vous laisse aller consulter, y compris sur vos téléphones, cet atlas historique. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai respecté à peu près le temps. Il y a un peu de temps pour les questions, si vous voulez, donc n'hésitez pas à poser quelques questions. Oui. J'ai une question, je suis paysan boulanger, donc la question du froment et du froment en tout, des cépages meuniers, ouais. J'ai expliqué ce matin. Cépages meuniers, oui. Voilà, l'histoire des blés est très très proche, mêmes époques et tout ça. Et vous expliquiez qu'on parlait du vin plus que des cépages, donc il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit. Vous avez parlé de froment en tout, oui. Meunier, vous avez mentionné ça. Ouais. Moi j'étais très impressionné, on a encore une amie vigneronne à Saint-Jean-de-Mirepoix, de voir des moulins partout. Est-ce qu'il ne parlait pas d'une pratique agricole? Puisque dans le temps, les vignes dans cette région-là étaient plantées beaucoup plus espacées et on cultivait du froment entre les vignes. Et je la questionnais, elle me dit, mais oui, avant il y avait du froment. Ça, c'est une remarque qui pourrait être une piste de réflexion intéressante. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que la conduite de la vigne telle qu'on l'a aujourd'hui, elle date de la mécanisation. C'est-à-dire que, ça fait très longtemps qu'on plante en rang. En fait, on peut fouiller des vignes. Les archéologues fouillent des vignes. C'est normal, puisque quand les vignes sont plantées, donc quand vous plantez, vous faites un trou dans le substrat, et quand vous faites un trou, vous laissez un négatif. Donc quand vous fouillez, quand vous faites des passes mécaniques, vous allez retrouver les traces de ces fosses.
Et quand vous voyez que vous avez des fosses qui sont régulières sur des rangées comme ça, sur des dizaines, des centaines de mètres, espacées de manière régulière, vous êtes certain que vous êtes dans le cas d'une plantation type pépinière. Et étant donné l'importance de la viticulture, à mon avis, ce n'est pas de l'épicéa. Donc, on retrouve régulièrement des traces de viticulture un peu partout, et on peut travailler par exemple sur les densités de plantation. Des densités, les écarts de rang. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on plantait comme ça, et assez rapidement, en fait, on faisait ce qu'on appelle du marcotage. C'est-à-dire qu'en fait, pour multiplier la vigne, on prenait un sarment, on le plantait en terre, ça développait une nouvelle vous racinée, une nouvelle plante, c'est comme ça qu'on renouvelait la vigne. Donc assez rapidement, la vigne prenait une forme désordonnée en foule. Sauf quand, évidemment, on organisait entre les rangs de vigne ce que vous appelez donc les planches labourées, les planches de céréales. Alors en l'occurrence, dans nos régions, on a une attestation qui est absolument, qui encore récemment était, quand je dis récemment, c'était il y a 150 ans, était utilisée, c'est dans le Bourgueillois. Dans la région de Bourgueil, par exemple, à la différence du reste de la Touraine, sauf que le Bourgueil à l'origine est en Anjou, avant la Révolution française, à la différence des autres vignobles de Touraine, eh bien l'une des caractéristiques, c'est que ces lignes, ces rangs de vignes, ils étaient très écartés, et entre les rangs de vignes, eh bien, on cultivait des céréales. Alors, c'est une possibilité, mais ce n'est pas systématique. Ça n'est pas systématique. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait des pratiques régionales qui pouvaient être très différentes. L'arbre a joué un rôle souvent important, et puis, donc, on pouvait mélanger avec des grains, donc la céréaliculture. Alors moi, à mon avis, quand il parle de fromentaux, hein, je pense qu'il parle vraiment de la couleur, en fait. Je pense que, parce que le froment, si vous voulez, c'est pas du seigle, hein. Le pain de froment au Moyen-Âge et à la période moderne, c'est du pain blanc, le pain le plus blanc qui soit. Et c'est ça qu'on recherchait, c'est la couleur blanche. Donc je pense que quand on parle de fromentaux, fromentés, fourmentaux, etc., on se réfère, à mon avis, au caractère blanc. De même que vous avez plein de cépages qui s'appellent blanquette, blanchette, etc., hein, qui désignent la couleur. Pour ce qui est du meunier, j'en sais rien. C'est le meunier qui me met la puce à l'oreille. Voilà, mais meunier, ça je ne sais pas. Et comme ça correspondait à des pratiques agricoles, vous disiez, on ne parlait pas tant de cépages parce que c'était des populations en plus à l'époque, c'était très diversifié, que ça pourrait correspondre à des pratiques agricoles. Puisque même dans le froment, en Italie par exemple, il y a des appellations précises pour des fromentos qui poussent avec la trigonelle, c'est-à-dire des associations culturelles qui sont à l'origine de toutes les pratiques paysannes, et ça aurait pu désigner... Ce que vous appelez trigonelle, c'est-à-dire des assemblages de... Non, la trigonelle, c'est en italien, c'est une plante spontanée qui fait une variété de blé dur qui a des arômes absolument incroyables du fait qu'elle est cultivée avec la trigonelle. Et le blé et la vigne, c'est le même biotope d'origine, c'est très complémentaire, parce qu'en plus, le blé fait du carbone beaucoup par rapport à la photosynthèse, et la vigne vitifera fait du sol avec la roche-mère, avec des racines pivotantes très profondes, à l'inverse de la vigne américaine qui est de surface. Ça pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé au moment du phylloxéra. Qu'est-ce qui a amené le phylloxéra? Voilà, ça pose beaucoup de questions. Ce qui a amené le phylloxéra, à mon avis, c'est qu'on a planté je sais pas moi, un pétunia qui venait d'Amérique, hein, et il a introduit le phylloxéra. Ou une vigne américaine, et voilà. Après on a dit qu'on pouvait... Ou alors, voilà, on fait des expérimentations avec les vignes américaines, on plante une vigne américaine, mais si vous voulez, si on fait bien ce qu'on appelle le raciné, en principe, on ne ramène pas de terre. Parce que pour ramener le phylloxéra, il faut ramener la terre, parce que c'est dedans qu'il est. Et juste pour une dernière chose, ça correspond à des changements de pratiques agronomiques, puisque la vigne vitifera descend profondément vers la roche-vert, alors que le biotope secondaire de la vigne américaine, c'est bordure de forêt, racines de surface. Ça a des conséquences agronomiques majeures au même moment qu'on amène NPK et tout le mode de l'agriculture moderne. C'est juste des supports d'agriculture. C'est pour ça que ça n'a pas les mêmes arômes. La roche-vert, elle a pas. Tout à fait. Ah oui, le sol. J'arrive pas à... J'ai vu qu'au jardin botanique, on a planté récemment des vignes qui sont des vignes anciennes, mais je ne suis pas allée voir. Est-ce que vous savez quel cépage
on expérimente. Parce que j'ai vu celle qu'on a expérimentée à Chambord, en se référant à Nancy, mais là, je ne sais pas, si vous ne savez pas. Alors, je n'y suis pas allé, mais je vais y aller, je vais regarder. C'est récent. En revanche, à Chambord, je sais ce qu'on a planté. On a planté un cépage. C'est le cépage de Séverny, le Romorantin. Romorantin, voilà, c'est ça. On a planté du Romorantin. Alors, ça m'amène à. C'est intéressant parce que. Alors, donc déjà, ce dont vous parlez pour le jardin botanique, ça montre bien justement cette volonté qui correspond à une attente de la société civile de redécouvrir en fait ces cépages anciens, ces variétés anciennes qui étaient cultivées plus ou moins auparavant et qui ont été abandonnées. Donc ça c'est intéressant. Par rapport au Romorantin, justement à Chambord, c'est intéressant aussi parce que derrière la vigne, derrière le vin, on raconte beaucoup d'histoires. Vous savez, la viticulture, moi je travaille en histoire, je travaille aussi justement sur les économies céréalières, et donc il n'y a rien qui soit aussi riche en termes de récits que la vigne. On raconte des histoires folkloriques absolument invraisemblables. On reconstitue à partir de sources des histoires qui n'ont jamais existé, qui sont assez fantastiques. Et par exemple, concernant Chambord, le fameux cépage Romorantin, le cépage Romorantin, en réalité, il apparaît pour la première fois, enfin le cépage, le nom Romorantin apparaît pour la première fois en 1828, dans une source, une enquête préfectorale, si mes souvenirs sont bons. Avant 1828, le nom Romorantin associé à une plante, il n'existe pas. Là, en tout cas, il a pu exister, mais on n'a pas conservé les sources, ou alors on ne l'a pas encore trouvé, il faut être modeste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe bien aujourd'hui un cépage Romorantin que vous allez retrouver dans Point Red, qui fait partie donc des 200 cépages autorisés avec lesquels on fait du vin, et en l'occurrence un Cheverny, où on utilise bien du Romorantin. Et en fait, il existe à Chambord, et on a des textes qui accompagnent la construction de Chambord de François Ier. François Ier, en 1518, fait venir de Beaune des plants de Beaune. Il fait venir des plants de Beaune. Il faut voir le texte. Il fait venir des plants de Beaune, 6000 pieds, je crois, quelque chose comme ça, qui sont plantés à Romorantin. 1518. 1521, on a un autre texte tout à fait authentique où on plante de la vigne à Chambord, sans plus de précision. Donc, de là, on s'est dit, Romorantin, Chambord, c'est pas loin, ce sont ces fameux pieds qui viennent de Romorantin. Ce sont des pieds de Romorantin. Vous voyez le raisonnement. Donc, le Romorantin a été introduit par François Ier à Chambord en 1521. Alors qu'en fait, ce sont des pieds de Beaune. Et le Beaune, c'est du pinot noir. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un mésusage des sources pour construire un récit. Ça ne pose aucun problème, mais simplement, c'est pas l'histoire. Voilà. C'est d'autant plus étonnant qu'il me semble bien que la terre de Sologne et la terre autour de Chambord n'est pas vraiment de la terre destinée à la vigne. Alors, la vigne, ça pousse partout. Certes, mais bon. Partout. Et alors là, je peux vous assurer, c'est extraordinaire. C'est humide, il n'y a plus de phylloxéra, c'est intéressant. Et là où c'est humide et sableux, c'est plutôt bon pour le phylloxéra, effectivement. Et c'est là qu'on a le plus de chances de retrouver des vignes sur franc de pied, justement. Et d'avoir justement des reliquats des anciennes vignes antéphylloxériques, de pouvoir aller les chercher. Donc les amphithéographes vont justement rechercher ces endroits-là pour prélever, regarder ce que c'est, et si jamais ça correspond à des choses qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils le font rentrer dans leur conservatoire à Passage. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions ou il en reste encore quelques-unes, non? J'ai juste une remarque concernant la biodiversité de la vigne. Parce que ce matin, et certains sont là, j'ai parlé des blés, qui est une plante allogame, autogame, alors que la vigne est une plante
majoritairement haut de gamme. Donc ça fait 10 ans qu'on fait des boutures, c'est-à-dire la reproduction végétative. Il n'y a pas de reproduction sexuée, donc il y a très peu de régénération, ce qui pose de grandes questions par rapport au changement climatique qu'on vit. Et on pourrait se demander, moi je m'apprête à le faire, mais par passion, et je cultive des céréales, pour essayer de faire renaître le Vitis vinifera par reproduction sexuée. Ouais, alors là, il faut utiliser des... c'est les graines en fait. Oui. Là, il faut arrêter, il faut utiliser les graines. Alors, deux remarques par rapport à ça, un complément au moins. Aujourd'hui, en fait, si vous allez sur Pandora, vous verrez, vous avez la série des clones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans ce catalogue national, Vassal propose aussi, eh bien, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, dans cette sélection, on a sélectionné un certain nombre de clones, et on vous dit, ça, si vous prenez ce plan-là, eh bien, vous n'aurez jamais de problème, il ne sera pas malade, vous aurez des grosses grappes, vous aurez des arômes, ceci, cela, ça sera super. Sauf que tout le monde a replanté avec les mêmes clones, donc résultat, en fait, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez aller en Bourgogne, vous pouvez aller un petit peu partout, 90% du pinot noir qui est planté, c'est en fait le même individu. Donc en termes de biodiversité, c'est encore pire que ce que je disais tout à l'heure. Et donc vous avez en viticulture, les viticulteurs, beaucoup de viticulteurs qui reviennent sur ces questions et qui font ce qu'on appelle de la sélection bassale, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent à l'intérieur de leur parcelle, ils ne vont pas chercher dans les catalogues des clones qu'on commercialise, ils font leur propre clone, mais à partir de leur plante à eux, de manière à diversifier au maximum justement le patrimoine génétique. Derrière tout ça, il y a aussi la question de la résistance à des maladies, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un Covid qui touche la vigne. Et à ce moment-là, si vous avez un clone qui est le clone principal qui est très sensible à la maladie qui arrive, d'un seul coup, vous allez avoir 80% de votre pinot noir qui va partir. Tandis que si vous diversifiez et que vous avez des individus qui sont différents, eh bien, il y en a un certain nombre qui seront plus résistants sans doute. Donc en fait, on est en train de prendre en considération ces choses-là, et on a de plus en plus de viticulteurs. C'est du travail, c'est beaucoup plus de travail, mais en même temps, c'est aussi plus de sécurité peut-être sur la durée. Une forme de sauvetage aussi, parce qu'on redéveloppe la biodiversité à partir du même... Voilà, tout à fait. Donc ça c'est un enjeu citoyen. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous invite à aller au stand de la boîte à livres du bâtiment E, et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci.